Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur l'Afrique du Sud qui fêtera le 11 février le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de la nation arc-en-ciel ? On en parlera dans quelques instants avec notre invité Gilles Tellier, spécialiste de l'Afrique du Sud. Et puis dans l'actu des églises, on reviendra sur la libération la semaine dernière de 40 chrétiens pakistanais, une étape encourageante selon Paul Bhatti, l'ancien ministre pakistanais des minorités. On l'entendra dans cette édition. Mais tout de suite, quelques éléments à retenir sur l'Afrique du Sud. État d'Afrique australe, l'Afrique du Sud est frontalière avec le Swaziland, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie. Elle est membre du Commonwealth. Elle compte environ 56,7 millions d'habitants et sa capitale administrative est Pretoria. Alors sur le plan religieux, l'Afrique du Sud compte 80% de chrétiens, dont 73,2% de protestants et 7,4% de catholiques. 1,7% sont musulmans et près de 15% de la population est agnostique. Côté communauté, les Noirs représentent environ 80% de la population, les Blancs 8,4%, les Métis 8,8% et les Asiatiques, Indiens et Indonésiens 2,5%. La pointe sud de l'Afrique fut toujours une terre de migration, mais le pays a connu des siècles de ségrégation raciale, conduisant au milieu du XXe siècle au système de l'apartheid, un système supprimé il y a tout juste 30 ans, le 2 février 1990, par le président de l'époque, Frédéric de Klerk, qui fera libérer quelques jours plus tard, le 11 février, Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid. En 1994, ce sont les premières élections libres. Elles porteront Mandela à la tête du pays pendant 5 ans, ouvrant la voie démocratique. Alors aujourd'hui, où en est l'Afrique du Sud alors que des violences à caractère xénophobe déstabilisent depuis plusieurs années le pays ? Quel rôle joue également l'Église dans cette deuxième nation la plus riche d'Afrique, mais où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté ? Tout de suite, l'interview de cette édition. Gilles Tellier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur de civilisation britannique et du Commonwealth à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes spécialiste de l'Afrique du Sud et votre champ de recherche se concentre un petit peu sur les origines de l'apartheid. Ce sera intéressant d'en discuter avec vous, justement. Et vous avez publié en mai dernier l'ouvrage « Histoire de l'Afrique du Sud », ouvrage passionnant paru aux éditions Talendier. Alors peut-être, pour nous aider à mieux saisir un petit peu ce pays, finalement, qui n'est pas tellement dans l'œil médiatique, pour comprendre l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, il faut revenir à son histoire, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas comprendre les mécanismes qui se sont déroulés au long des siècles et qui ont abouti à des choses comme l'apartheid si on n'a pas les éléments au préalable. Et y compris aujourd'hui, la situation des chrétiens ne peut se comprendre qu'à travers son histoire. Alors comment, peut-être, dans un premier temps, s'est établi le christianisme dans le pays ? C'est lié à l'histoire de la colonisation ? Tout à fait, c'est la colonisation. Les premières croix chrétiennes érigées en Afrique du Sud, elle était portugaise, puisque les premiers explorateurs portugais qui cherchaient la route vers les Indes ont établi une croix. C'est eux-mêmes qui ont aussi appelé une partie de l'Afrique du Sud le Natal, parce qu'ils l'ont découvert le jour de Noël. Donc ils l'ont appelé Natalia, et c'est à partir de là que le christianisme s'est implanté. Alors pas tout de suite, parce que les Portugais n'avaient pas pour vocation de rester en Afrique du Sud, c'était simplement pour eux un passage, mais ce sont les Néerlandais qui plus tard ont établi un comptoir au Cap, et qui, eux, étaient des protestants assez farouches, puisqu'il était interdit d'avoir une autre religion que la leur, y compris au sein du protestantisme. C'est-à-dire que c'était des calvinistes, donc réformés, et qu'ils ne toléraient aucune autre église, y compris les luthériens, qui sont pourtant des cousins proches, si j'ose dire. Les luthériens ont été interdits d'ouvrir un temple avant 1780, alors que les Néerlandais sont arrivés en 1652. Voilà. Alors comment finalement, progressivement,
ce pays, traversé par toutes ces migrations, s'est forgé avec des grandes difficultés de cohabitation finalement. Tout à fait. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant longtemps, l'identité d'une personne n'était pas une identité nationale. C'est-à-dire qu'on n'était pas français ou anglais, on avait une religion, et on était chrétien, et plus particulièrement si on était anglais, anglican ou réformé ou catholique. Les musulmans en Afrique du Sud étaient généralement les esclaves, puisque c'était les esclaves venus de Malaisie et d'Indonésie. C'est comme ça qu'on identifiait les gens. Petit à petit, évidemment, un brassage s'est fait, un mélange s'est fait. Il y a eu un métissage qui a fait aussi que l'identité a commencé à être un petit peu différente. Néanmoins, c'est le 19e siècle, avec l'arrivée de beaucoup de missionnaires, qui a renforcé aussi le christianisme en Afrique du Sud, avec des compétitions épiques entre catholiques, protestants, dénominations protestantes, puisque j'ai parlé des anglicans, qui sont des protestants des îles britanniques. La mission, bien sûr, de ces missionnaires était d'évangéliser. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui 80% de la population est chrétienne, puisque dans cette population, il y a une grande majorité de Noirs, évidemment, de Noirs sud-africains. Mais alors, cette cohabitation, pourquoi est-ce qu'elle a été si compliquée, finalement ? Alors, à côté de l'aspect religieux, bien, il a l'aspect social, c'est-à-dire les relations entre les conquérants européens et les peuples autochtones. Malheureusement, on a des exemples dans le monde entier où les choses ne se sont pas très bien passées. L'Afrique du Sud n'a pas dérogé à la règle, même si au début, les colons blancs étaient autorisés à se marier avec des femmes africaines. Ça a été supprimé par la suite. Et ça a été supprimé parce que le métissage était un danger potentiel. Il ne faut jamais oublier dans l'histoire de l'Afrique du Sud que les Blancs ont toujours été minoritaires. Toujours. Par rapport, si on compare à l'Australie, par exemple, les Australiens sont en majorité blancs maintenant par rapport aux aborigènes. Et donc la donne est complètement différente, c'est-à-dire être minoritaire. On ne peut pas se permettre un métissage excessif, sinon la communauté blanche va disparaître. C'est ça qui a présidé aux relations interethniques en Afrique du Sud et qui sont la source même de l'apartheid. Comment, justement, on en est venu dans ce pays à mettre en place ce système au fil du temps ? Voilà, alors c'est un système de défense. C'est un système de défense qui a été comparé longtemps au système des colons, qui était celui de mettre les chariots en cercle, comme aux États-Unis, le soir, pour éviter que les animaux ou les indigènes attaquent. Et ce système, symboliquement, c'est appelé apartheid, qui veut dire mettre à part. Et l'idée, c'est la ségrégation, c'est-à-dire qu'on vit bien séparés. C'est-à-dire que les Noirs doivent évoluer à leur rythme, les Blancs doivent évoluer à leur rythme, on ne se mélange pas, et comme ça tout le monde est heureux. Évidemment, c'était un prétexte aussi pour une mainmise économique sur le pays, avec l'exploitation des populations noires, mais ça, évidemment, ce n'était pas dit dans le discours officiel, évidemment. Alors, quelle a été l'attitude de l'Église à l'égard de cette ségrégation ? Alors, déjà, je préciserai une chose, c'est qu'il faudrait savoir de quelle église on parle. On va parler des églises. Il se trouve que l'église réformée était l'église officielle, puisque les colons néerlandais avaient imposé ça comme étant la règle. Voilà, église d'État. Et jusqu'à la fin de l'apartheid, ça a été le cas. Après, on doit parler des églises, c'est-à-dire qu'on va parler de l'église catholique d'Afrique du Sud, de l'église anglicane, de l'église, etc., etc. Il y a beaucoup d'églises. Et en fait, les églises, il faut aussi savoir qu'elles ont eu toujours un rôle très important en Afrique du Sud. Notamment les prêtres, les pasteurs ont toujours été des leaders et des personnes qui ont guider leurs fidèles, mais y compris sur un plan politique. Et souvent, la limite entre le spirituel et le politique a été très mince, au point que des hommes d'église sont devenus des hommes politiques. Je pense à Desmond Tutu. Desmond Tutu, par exemple, qui est resté archevêque anglican, mais qui a eu un rôle politique très important. Mais il faut savoir que, par exemple, le premier ministre qui a instauré l'apartheid était un ancien pasteur. Voilà. Donc, il y a ce lien très, très fort qui fait que les églises se sont déterminées par rapport à leur situation personnelle. L'église réformée néerlandaise d'Afrique du Sud, en fait, elles étaient trois, elles sont toujours trois, ont plutôt soutenu l'apartheid, pour tout un tas de raisons qu'il faudrait que j'explique, mais qui étaient sociales, en fait. Beaucoup d'autres
d'autres se sont opposées à l'apartheid, mais ont reconnu qu'elles n'ont pas été très actives, y compris l'Église catholique, l'Église anglicane. Desmond Tutu a reconnu que son Église n'avait pas fait assez. L'archevêque de Durban, catholique, a dû créer une association diaconat pour lutter contre l'apartheid parce que son Église était divisée. C'est-à-dire qu'il y avait des catholiques qui soutenaient aussi la ségrégation. Vous voyez, ça a toujours été très compliqué au sein de toutes les églises, et y compris l'église d'État, il y a eu une opposition très forte au sein de cette église contre l'apartheid. Donc toutes les églises ont été divisées finalement. Une certaine mesure. Vous parliez de raisons sociales, brièvement, vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu cet appui? En fait, alors, là aussi, il faut, toujours pareil, il faut remonter dans l'histoire. Quand les Anglais sont arrivés en Afrique du Sud, il y a eu un contentieux avec les Afrikaners, déjà parce que les Anglais ont aboli l'esclavage, alors que les Afrikaners avaient des esclaves. Et pour tout un tas d'autres raisons, les Afrikaners se sont opposés aux Britanniques. Et il y a eu une guerre qui s'est appelée la guerre anglo-boer, en 1899 et 1902, dans lequel malheureusement beaucoup d'Afrikaners sont morts, y compris des femmes et des enfants, et que après la guerre, ce sont les pasteurs qui ont recomposé le groupe qui était complètement détruit par la guerre. Les fermes étaient détruites. Enfin, toute la communauté afrikaner était en voie d'extinction pratiquement. Et ce sont les pasteurs qui ont été la moelle épinière, si vous voulez, de cette communauté. Et donc, en toute évidence, ils ont été les promoteurs aussi d'un renouveau politique et social. Et que ce renouveau, avec l'aide des colons anglais, était qu'il fallait ségréguer. Il y a eu la crise de 29, le manque d'emploi était criant, et les propriétaires de mines qui étaient anglais, par exemple, préféraient employer des Noirs qui étaient payés moins cher que des Blancs. Et donc tous les Blancs, le Parti communiste, le Parti travailliste, étaient pour la ségrégation, pour éviter que les Noirs aient du travail, alors que les Blancs n'en avaient pas. Donc c'est une question sociale, c'est-à-dire que les pauvres Blancs devaient être protégés contre les Noirs qui leur prenaient le travail. On va revenir à une histoire plus récente, contemporaine. On va faire un saut de quelques siècles. Le 11 février prochain va marquer le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Il avait passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid. C'est quoi son héritage aujourd'hui ? Alors son héritage, il est toujours très important parce qu'évidemment c'est une icône. Il a eu beaucoup de clairvoyance, c'est-à-dire que rester 27 ans en prison alors qu'il avait au départ été accusé de terrorisme, alors évidemment c'était par un gouvernement d'apartheid, mais il y avait des éléments concrets, c'est-à-dire qu'il avait créé la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, qui veut dire la lance de la nation, et que donc les activistes de l'ANC à ce moment-là mettaient des bombes et tuaient des gens. Donc il était dans une dynamique qui allait à l'encontre de la non-violence prônée par Gandhi, qui avait lui-même été en Afrique du Sud. L'ANC, le parti d'opposition. Le parti d'opposition qui est actuellement au pouvoir depuis que Nelson Mandela a été élu en 1994. Et donc ces 27 ans lui ont permis de mûrir un projet politique, parce qu'il avait fait un constat tout simple. Il a dit, si je sors de prison, alors qu'il était condamné à vie, si je sors de prison, c'est que l'apartheid sera terminé. Parce que sinon, je resterai toute ma vie en prison et je mourrai en prison. Donc si je sors, qu'est-ce que je fais ? Sachant qu'il était une icône et qu'il était le leader naturel, il a développé toute une stratégie de réconciliation. Qu'est-ce que ça a donné, ça ? Alors ça a très bien marché, en fait. Ça a très très bien marché, même si beaucoup de gens ont critiqué, tout le monde n'était pas d'accord, mais il a mis en place une loi qui s'appelle la loi Vérité et Réconciliation. Une commission. Avec la commission qui a été présidée par Desmond Tutu et qui a permis en quelque sorte de tourner la page de l'apartheid, qu'il n'y ait pas de vengeance. C'était ça la crainte. Et les Blancs ont dit, nous on veut bien arrêter l'apartheid, on veut bien vous libérer. C'était le président Frédéric de Klerk, mais il faut quand même qu'on ait des garanties qu'on ne va pas y avoir de massacre de Blancs. Et ça, Mandela l'a très bien compris, et donc il a prôné la réconciliation. C'est pour ça aussi qu'il a, on le sait, il a encouragé les Noirs à soutenir l'équipe de rugby qui était liée aux Blancs, alors que les Noirs jouer au foot, vous voyez, enfin, il y a tout ce processus qui a bien marché parce que finalement, il n'y a jamais eu de massacre en Afrique du Sud. Et depuis, il y a une quinzaine de commissions Vérité et Réconciliation qui ont copié celle de l'Afrique du Sud dans le monde entier, parce qu'elle porte ses fruits. Alors ça c'est l'héritage le plus connu.
Du point de vue politique, il a essayé de mettre des choses en place qui ne permettaient pas qui n'a pas choqué les gens. Prendre toutes les terres, par exemple, aux Blancs pour les donner aux Noirs, comme ça avait été fait au Zimbabwe, ce genre de choses. Et donc voilà. Alors il y a des gens maintenant, des jeunes générations qui disent oui, mais Mandela, qui sont critiques à l'égard de Mandela. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de populisme aussi en Afrique du Sud, comme il y en a dans le monde entier, et que donc ces critiques expriment quelque chose, mais pas forcément sur l'héritage de Mandela. Alors comment les églises, elles contribuent à cette réconciliation de manière concrète ? Alors de manière concrète, les églises sont toujours la cheville ouvrière sociale. 80% de gens qui se reconnaissent membres d'une église, donc forcément ça veut dire qu'ils vont à la messe, ils vont au culte. Est-ce que les communautés noires et blanches sont mélangées ? Alors les communautés noires et blanches sont mélangées, pas partout. La réconciliation entre l'église réformée protestante et l'église noire, qui avait été séparée dès le 19e siècle, elle ne s'est toujours pas faite, et ça c'est un problème. Par contre, d'autres églises en profitent, c'est-à-dire que des églises évangéliques, par exemple, vont dire mais nous on rassemble tout le monde, et du coup ils attirent plus de gens qui sont pour une Afrique du Sud arc-en-ciel, vous l'avez cité, même si c'est une image, c'est un symbole, mais c'est pas une réalité. Mais ça n'est pas une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité dans la mesure où j'ai une étudiante qui a travaillé sur les couples mixtes, et c'est pas encore c'est pas quelque chose d'admis. On peut être marié. C'est autorisé. C'est autorisé, bien entendu, mais ça n'est pas répandu. Les gens tournent la tête quand ils les voient, alors que ça devrait être commun. C'est quelque chose. Il y a encore un chemin. Il y a encore qui est long à parcourir. Un long chemin comme celui que Mandela a écrit. Mais c'est effectivement, il y a encore des générations de l'apartheid qui sont toujours vivantes. Donc beaucoup d'analystes pensent qu'il faudra attendre encore un certain temps, même si les choses s'améliorent, bien entendu. Alors on a observé aussi ces dernières années des violences xénophobes et en particulier à l'égard d'immigrés africains. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tout à fait. Alors effectivement, là, vous avez bien fait de noter que c'était des migrants venus d'Afrique, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'opposition entre blancs et noirs. C'est simplement une question sociale et économique, c'est-à-dire que, comme dans beaucoup de pays, les migrants sont pris comme bouc émissaire d'un mal-être économique, et notamment quand on manque de travail, on va accuser le migrant qui vient du Zimbabwe, qui vient de l'Ouganda, qui vient de Centrafrique, du Nigeria notamment. Le président du Nigeria a demandé au président de l'Afrique du Sud de faire quelque chose parce que ses ressortissants étaient molestés en Afrique du Sud. Et donc, ce sont des résurgences, malheureusement, de ce populisme dont je faisais écho, qui, de temps en temps, vont, une flambée de violence. Et c'est très régulier, 2009, 2011, 2015, 2019. Voilà, ça revient malheureusement régulièrement. Il y a parfois des communautés indiennes ou chinoises aussi qui sont visées par ces sortes de pogroms, en quelque sorte. C'est spontané et ce n'est pas contrôlé. Mais ça existe, ce qui prouve qu'au point de vue économique, l'Afrique du Sud n'est pas un pays qui est très, très à l'aise. Bien qu'étant la deuxième nation la plus riche après le Nigeria. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a pas un emploi pour tout le monde, l'éducation. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis longtemps. Vous parlez de l'anniversaire de l'accession de Mandela au pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais voilà, tous les résultats ne sont pas forcément là. On a vraiment des séparations, mais qui cette fois-ci ne sont pas des ségrégations, mais des séparations économiques. Donc on a des blancs pauvres, on a des noirs pauvres, on a des noirs riches, on a des blancs riches. Voilà. De ce point de vue, l'apartheid n'existe plus au niveau économique. Mais par contre, évidemment, il y a toujours des différences économiques assez importantes et des inégalités sociales qui sont encore très fortes et criantes, je dirais. Et les chrétiens, les églises, elles contribuent à ce travail social aussi. Tout à fait. Voilà. Alors ça c'est la mission. Mandela avait défini la pauvreté comme étant le fléau numéro 1 à combattre en Afrique du Sud. Il l'avait placé au même rang que l'esclavage et l'apartheid. Et donc en disant, l'esclavage, on l'a aboli, l'apartheid, c'est terminé, donc maintenant il faut qu'on lutte de la même manière contre la pauvreté. Et c'est vrai que c'est un des critères, un des éléments importants dans la société sud-africaine actuelle, avec tous les problèmes que vous avez un petit peu évoqués en début d'émission, c'est-à-dire les problèmes écologiques, les problèmes de
ressources, de régénération des ressources, y compris la pêche, enfin, etc. Il y a de moins en moins d'or en Afrique du Sud, alors que c'était un des pays les plus riches au niveau de l'or. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi les Anglais qui sont venus il y a pas mal de siècles, parce qu'il y avait des mines d'or. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui doivent être gérées par l'ANC, mais donc le gouvernement qui peine parfois à mettre en place des choses efficaces, d'autant que parfois il y a eu certains présidents qui n'étaient pas à la hauteur de ce que Mandela souhaitait. Je pense notamment à Jacob Zuma, qui a été destitué par son propre parti, tellement il avait plus de 500 charges de corruption. Enfin, la justice était après lui. Voilà, la corruption était très forte. Voilà. Un élément encore marquant dans ce pays. Et puis les églises aussi, et notamment les catholiques, qui n'hésitent pas à dénoncer aussi ces éléments de pauvreté, tout à fait. Ces violences aussi quand elles surgissent, ces violences xénophobes. Un dernier mot, voilà, quel regard vous portez sur l'avenir de ce pays? Il pourra évoluer à quelles conditions? Alors, il pourra évoluer à condition que un consensus se fasse, je dirais. Il y a actuellement un renouveau panafricaniste qui revient un petit peu sur le passé, que Mandela avait essayé de ne pas trop mettre en avant. On pense notamment aux étudiants qui ont détruit une statue d'un homme politique anglais de l'époque coloniale en disant voilà, ça c'est du colonialisme, on n'en veut plus. Là, il y a tout un processus de décolonisation des savoirs dans l'université. Et donc, il faut que l'Afrique du Sud arrive à trouver un équilibre entre tous ces partisans pour pouvoir aller de l'avant. Je crois que ça, c'est un des points importants. Merci beaucoup, Gilles Tellier, pour votre décryptage sur la situation en Afrique du Sud, qu'on va bien sûr continuer à suivre. Merci. Dans l'actu des églises, on va évoquer un baromètre sur la violence à l'égard des défenseurs des droits humains, un baromètre qui signale une augmentation de ces violations au Brésil. C'est le constat de ce baromètre d'alerte qui a été établi le 30 janvier, publié par la coalition Solidarité Brésil. Elle regroupe 17 organisations, dont le Secours catholique Caritas France et le CCFD Terre Solidaire. Après la destitution de Dilma Rousseff en 2016 et l'arrivée au pouvoir en janvier 2019 de Jair Bolsonaro, la coalition a souhaité dresser un bilan d'étape. À titre d'exemple, de 2016 à 2018, les victimes des féminicides ont augmenté de près de 30%, celles des violences policières de 47,3%, le nombre d'hectares de terres en conflit a monté de 67% et le nombre d'autochtones assassinés a lui monté de 141%. L'année 2019 ne fera pas exception. Les premiers indicateurs publiés sont les pires depuis plus de 20 ans. À titre d'exemple, pour 2019, l'Institut de sécurité publique a recensé sur le seul État de Rio de Janeiro, de janvier à octobre 2019, 1546 cas de morts par des agents de l'État, soit près de 5 décès par jour, causés par des forces policières. Alors ce baromètre d'alerte, c'est la première étape de la campagne « Le Brésil résiste, lutter n'est pas un crime ». La coalition interpellera ensuite les décideurs publics français et européens pour protéger les acteurs de la société civile brésilienne. Et puis on revient sur la libération fin janvier de 40 chrétiens pakistanais. Ils avaient été condamnés à 5 ans de prison après les manifestations ayant suivi une attaque contre 2 églises. L'affaire remonte au 15 mars 2015. Un attentat frappe 2 églises du quartier chrétien de Yuanabad à Lahore, faisant 15 morts et des dizaines de blessés. En réaction, les chrétiens descendent dans la rue pour protester. 2 musulmans sont injustement retenus par la foule comme responsables de ces attaques et lynchés à mort. Suite au meurtre des 2 hommes, la police a ordonné l'arrestation de nombreuses personnes. Certains musulmans impliqués dans ces manifestations ont également été arrêtés et libérés peu à peu.
peu après. En revanche, en 2016, 42 chrétiens ont été condamnés pour terrorisme. Alors selon l'AED, ils ont subi des mauvais traitements physiques et des pressions pour se convertir à l'islam. 2 d'entre eux sont d'ailleurs morts en prison. Le 29 janvier dernier, une cour de Lahore a acquitté les 40 détenus restants alors que leurs familles sont parvenues à un accord financier de dédommagement des familles des 2 musulmans tués. Cette libération est un signe encourageant pour les chrétiens pakistanais, petite minorité de moins de 2% de la population, dans un pays où l'extrémisme reste très important. On écoute Paul Bhatti, ancien ministre pakistanais des minorités, interrogé par téléphone par Isabelle Dornier. There, in Pakistan is complicated. Country, you have witness, you should have money with a good lawyer and all these things. Because the opposition party, the extremists, I suppose, they have very good organizations with a lot of financial support. So they can have very high-level lawyers and everything. And now they are gone from the scene. There is not incidents of so many blasts or attack on the Christians, on the minorities. Overall, the situation of law and order is getting better. And present government, I think they are taking some good steps to promote the inter-religious, living together with different diverse religions and to eliminate some way the extremist group. So this is one of their, effort of this present government, Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.